Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Infirmière, nos crash tests. Alors initialement ce podcast, je pensais le terminer uniquement sur la fin de l'année 2019 et ça a perduré, j'ai pas mal de retours dessus, j'ai pas mal de commentaires positifs qui m'incitent en fait à continuer, qui me disent que c'était pas trop mal comme idée quoi, et qui m'ont donné envie de continuer sur l'année 2020. Alors, je ne sais pas si je vais continuer avec le même rythme parce que deux épisodes par semaine, deux épisodes par mois, c'est quand même pas mal de taf. Il faut rencontrer les gens, il faut discuter, il faut trouver des personnes qui sont intéressantes et qui sont intéressées par le podcast, qui ont envie de participer tout simplement. J'en profite d'ailleurs pour rappeler un petit peu que ce podcast, je le fais sur mon temps perso, je le fais avec mes deniers perso, et que du coup, alors je vais pas vous demander d'argent, je vais pas vous demander de faire un don ou quoi que ce soit. Par contre, le partager et mettre éventuellement une évaluation selon la plateforme sur laquelle vous écoutez, ça m'aide beaucoup, ça m'aide à faire connaître et ça m'aide à inviter des personnes justement pour participer à ce podcast. Pour ce premier épisode, pour commencer l'année 2020, j'ai pas d'invité aujourd'hui exprès. Aujourd'hui, je vais parler d'un parcours un petit peu particulier. C'est mon parcours. Voilà. Pourquoi il est particulier ? Déjà parce que c'est le mien et que c'est celui que je maîtrise le mieux. Et puis parce que, mine de rien, en fait, moi, je suis pas infirmier depuis très longtemps. Ça fait 2 ans, à peu près 2 ans que j'ai enfilé la blouse. Et donc en fait, c'est une reconversion professionnelle. J'ai fait complètement autre chose avant. Donc aujourd'hui, je vais parler de moi, de mon parcours, de comment ça s'est déroulé pour devenir infirmier, de ce que j'ai fait avant, le vécu un petit peu l'IFSI, le côté vie perso, le côté vie professionnelle. Et puis voilà, on va commencer. Alors il y a quelques années encore, moi, donc, après le bac, j'avais déjà hésité à entrer en école d'infirmière, donc en IFSI, en institut de formation en soins infirmiers, ou faire autre chose, je ne savais pas exactement quoi, mais dans le sport. Alors sachant que moi, 17 ans, parce que le bac, 18 ans, voilà, s'il fallait passer un concours, j'étais pas très très chaud. Pour ce qui est de bosser, j'étais pas le plus courageux des mecs, donc je suis parti dans le sport. J'ai pas fait d'IFSI. Et puis en fait, j'ai découvert le métier de professeur en activité physique adaptée, prof APA, qui est une des branches de la rééducation, réadaptation, et qui utilise le sport, enfin l'activité physique en tout cas, comme support en fait pour justement aider les personnes selon si elles sont en situation de handicap, selon si elles sont post-chirurgie, selon leurs besoins. On utilise le sport, on utilise des jeux, etc., d'activité physique pour se réadapter, c'est-à-dire le meilleur exemple que m'avait donné un de mes profs, qui nous avait expliqué, en gros, quand il nous expliquait c'est quoi la différence entre un prof APA et un kiné. Bon, déjà, au-delà du fait que le prof APA, lui, ne masse pas, le kiné, lui, à l'époque, il était sur prescription et pas le prof APA. Alors aujourd'hui, ça a changé, maintenant il existe du sport sur prescription, si je dis pas de bêtises, depuis novembre 2016 à peu près. À l'époque, le kiné te permettait de refaire un mouvement suite à une impotence qui était un accident ou quelque chose. Et le prof APA te permettait de l'adapter à la vie de tous les jours. Alors évidemment, ça va faire hurler les kinés que je dis ça, hein. Mais le problème, c'est qu'en fait, les kinés sont tout à fait capables aussi, c'est leur job de réadapter à la vie de tous les jours. Le problème, c'est pas ça, le problème, c'est le manque de temps. Ils n'ont pas le temps de faire tout ça avec le si peu de séances. En général, on prescrit 10, 20 séances de kiné, et après, tu te débrouilles. Ils n'ont pas le temps de faire quelque chose de correct. Bon. Et donc voilà, moi, ma spécialité, c'est ça. Donc j'ai fait la fac des sciences du sport, STAPS. J'étais diplômé là-bas, donc je travaillais dans le handicap et aussi à côté dans le fitness. Donc je travaillais ce qu'on appelle sur plateau, c'est les cours collectifs. Mais ça, c'était vraiment une base. Je travaillais vraiment principalement avec des personnes qui venaient de se faire opérer de la hanche pour de la réadaptation, pour leur permettre un retour à la marche, une certaine autonomie, que ce soit chez eux ou en établissement spécialisé.
Donc je travaillais à mon compte, et puis en fait je travaillais pas mal en relation, voire en collaboration même, avec des infirmiers, des infirmières. Principalement quand je travaillais en EHPAD ou en centre de rééducation. Et en fait, en voyant ce boulot, écoute, je me suis dit à un moment, c'est pas mal quand même. Ça a l'air quand même vachement sympa comme job, et je me lancerais bien dans le fait de devenir infirmier. Pourquoi pas pour aller plus loin dans le soin, pour avoir une prise en charge qui est un peu plus, voilà, un peu plus complète. Je me suis donné pendant 1 an, j'ai préparé le concours, et puis que j'ai eu, par chance, que non seulement que j'ai eu, et qu'en plus j'ai eu dans la région où j'étais, donc j'ai eu la chance de pouvoir pas partir à l'autre bout de la France. Alors je t'avoue que le fait, la vie à l'IFSI, le fait de retourner sur les bancs d'école, ça fait un peu particulier, ça fait un peu bizarre. Quand t'es habitué, notamment dans le sport, t'es debout à gigoter toute la journée, et là on te dit pendant une journée entière, tu vas faire des cours, t'es assis sur ton banc, tu ne bouges pas et tu grattes du papier. On va pas se mentir qu'au tout début c'est un peu compliqué quand même. Alors l'avantage c'est que quand t'es en staff, tout ce qui est un de physio, tu l'as déjà pas mal vu, tu l'as quand même bien bossé. Du coup, t'as des facilités. Honnêtement, j'avais des facilités pour la première année. Ça, c'est vrai que ça aide bien. Par contre, écouter les profs raconter des trucs avec lesquels on n'est pas d'accord, quand tu as 19 ans, c'est quelque chose. Quand tu sors tout juste du lycée, c'est une certaine chose. Quand on a 27, 28, 29, et que t'es pas d'accord, et que non seulement t'es pas d'accord, mais qu'en plus tu as des arguments et du terrain et d'études qui vont à l'encontre, c'est un peu compliqué de faire le dos rond et d'encaisser sans trop râler. Et puis clairement, se replonger dans les bouquins pour réviser, pour apprendre par cœur, une fois que tu es sorti du circuit scolaire, même si ça faisait pas hyper longtemps, c'est vrai que c'est compliqué. Et les autres étudiants qui étaient aussi en reprise d'études, notamment les aides-soins, qui avaient, comme moi en fait, qui avaient des grosses facilités pour certaines matières, pour certains côtés qu'elles maîtrisaient de par leur pratique. Quand il fallait se replonger dans des bouquins pour apprendre par cœur la socio, la psycho, on se regardait, on était, fallait bosser quoi, fallait vraiment se remettre dedans. On comprenait ce qu'on lisait, mais alors pour emmagasiner les infos, c'est carrément plus compliqué. Plus compliqué que quand tu sors tout juste du lycée et t'es encore au taquet en fait. T'es fait pour apprendre, t'es fait pour, voilà, t'es encore habitué. Tu viens juste de sortir du bac, t'es là, t'es une machine à apprendre quoi. Et puis il y a aussi le fait, attends, t'imagines, moi je te dis, donc j'avais 27, 28 ou ouais dans ces eaux-là. Je me retrouve avec des minots là qui sortent tout juste du lycée. Un pote avec qui je m'entendais très très bien. On rigolait parce qu'on a 11 ans d'écart. Lui, il était tout jeune, c'était un des plus jeunes de la promo, et on avait 11 ans d'écart. T'imagines, on rigolait parce que lui, en gros, quand moi je rentrais au collège, lui, voilà, il sortait de la maternité. En gros, hein, donc il y a quand même un sacré décalage. Bon, après, t'es pas tout seul, hein, il y en a d'autres qui sont en reprise d'études. Alors, ce que je te disais, c'est qu'il y a des aides-soins, et puis il y a aussi d'autres professions, des professions qui n'ont rien à voir, et des professions. Alors moi, j'avais un collègue qui était représentant médical et un représentant pharmaceutique. Mais il y avait aussi... qu'est-ce qu'il faisait? Il y en a un, il était commercial, ouais. Il était commercial dans la finance. Et il se relançait pour faire infirmier. Donc ça c'est marrant, donc tu vois, vraiment au niveau des points de vue, quand tu discutes à droite à gauche, c'est pas la même chose. Mais après, au contraire, ça te permet de maintenir une certaine fraîcheur un petit peu, ça te permet de continuer à sortir, à bouger un petit peu. Et puis ça fait pas de mal d'avoir des points de vue différents, de discuter avec des personnes qui sont encore jeunes, mais qui sont déjà matures. Quand tu as passé la première année, on va dire, ça a élagué pas mal, il y a quand même des étudiants, étudiantes, infirmières qui sont bien matures, quoi. Au niveau de la vie perso, donc à côté de l'IFSI, donc il y a tout le côté financier, hein. Il y a vraiment le côté comment on fait pour financer en fait ces 3 années d'études. Alors je pourrais pas trop te parler du côté aide-soin qui se fait financer pour devenir infirmier, enfin, voilà, parce que je le maîtrise pas. Et normalement, si tout se passe bien, je devrais avoir une collègue qui pourra nous en parler bientôt. Quand tu es hors du circuit hospitalier et que tu veux faire justement une formation d'infirmier ou infirmière, il y a évidemment Pôle emploi. Pôle emploi qui peut te financer avec les bourses de retour à l'étude, avec divers types de bourses qu'il faut demander bien en avance, parce que qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce qu'il faut comme papier, qu'est-ce que c'est long à être accepté, les commissions qui sont jamais comme quand il faut, qui sont toujours très très tard. Et tiens, attends, je vais te raconter un truc.
J'ai été financé donc, en première année, deuxième année par Pôle emploi. Alors c'est pas foufou hein, en termes de bourse, mais globalement ça te permet d'à peu près de te tenir à flot. C'est très ric-rac. Et la troisième année, ils ont été tellement longs à mettre en place le renouvellement. Hein. C'était juste un renouvellement pour la troisième année. En gros, quand je suis allé m'inscrire, c'était la deadline pour s'inscrire à l'ICI. Voilà, le secrétariat disait, bon, en gros, ce vendredi, on était jeudi, et ce vendredi, on ferme les inscriptions, et si vous n'êtes pas inscrit, bah, tant pis pour votre année. Donc je me suis inscrit en finançant moi-même, tu sais, quand tu t'inscris, c'est 300 balles à peu près l'année, 250 ou 300 euros l'année. J'ai fait le chèque et je l'ai donné. Et quand je me suis pointé à mon rendez-vous la semaine suivante à Pôle emploi, ils m'ont dit non, non, si vous avez payé l'inscription à IFSI, et ben en fait, on ne vous prend pas en charge parce que la région a déjà participé. Alors, en fait, je t'explique, quand une année d'IFSI, ça coûte à peu près, ce que m'expliquait la secrétaire, une année d'IFSI, ça coûte à peu près 3500 euros. Le reste, toi, tu ne payes que 300 balles parce que c'est en fait la région qui paye le reste. Donc à partir du moment où tu as accepté de payer 300 euros l'inscription à ton IFSI, eh ben, tu as accepté que ce soit la région qui prenne en charge ton inscription, donc ton année, et donc, par la même occasion, Pôle emploi ne te financera pas cette année-là. Alors on est d'accord que c'est pas du tout intéressant comme calcul, si tu veux faire exprès, c'est pas bon du tout. Et puis après, j'ai pas réussi. Après, c'est impossible, une fois que la machine est lancée, faire revenir en arrière des administratifs, c'est c'est tellement compliqué, c'est tellement dur que tu peux pas. Et puis pendant ce temps-là, il faut manger, en fait, il faut se loger, t'as besoin de sous, quoi. Mais bon, alors moi, perso, j'ai réussi, mais je peux te dire que à droite à gauche, du coup, je diffuse l'info au maximum. Ne paye pas ton IFSI tant que Pôle emploi ne t'a pas donné le feu vert. Va pas te mettre dans le jus pour rien. Et puis après, strictement en termes de finances, comment je faisais pour essayer de gagner un peu de sous? Bah évidemment, une fois que tu as passé ta première année, tu as le diplôme d'aide-soignant. Du coup, bah, écoute, tous mes week-ends, enfin non, j'exagère, mais les trois quarts de mes week-ends, j'ai travaillé en EHPAD, en service pour me faire un peu de sous, quoi, et un petit peu d'expérience. Et puis, oui, les vacances, quasiment toutes les vacances étaient travaillées, quoi. Après, l'avantage que j'avais aussi, c'est que j'étais sapeur-pompier volontaire à cette époque, et que ça me permettait de prendre 5 gardes de nuit par semaine, et je prenais aussi pas mal de week-ends quand je faisais pas de soins, quand j'avais rien, ou toutes les semaines de vacances. Clairement, c'est plus intéressant d'être sapeur-pompier volontaire qu'être aide-soin en termes financiers, même si aide-soin c'est un peu plus stable. Mais crois-moi, hein, quand on te dit qu'en gros, si tu réussis pas ton année, va falloir en refaire une autre, t'es motivé pour taffer. Hein. T'es motivé à la fois pour taffer tes cours, pour ne pas redoubler, et à la fois t'es motivé pour faire du taf, pour financer un petit peu, parce que bah, potentiellement, en fait, il va falloir mettre des sous de côté pour pouvoir financer ton année, si jamais tu dois, comment dire, redoubler. Et même si tu redoubles pas, d'ailleurs, en fait, juste financer l'année en cours, c'est déjà du taf. Après, comment font les parents, ceux qui ont déjà un ou plusieurs enfants, pour s'organiser, pour reprendre leurs études? Alors, je vais te dire un petit peu, te répéter un petit peu ce que moi me disaient mes collègues, c'est que bah, déjà, tu bosses à la BU. En gros, les cours, on faisait, que je te dise pas de bêtises, 8h30, 17h30. Ouais, quelque chose comme ça. Et en gros, eux, ils bossaient à la BU, dès qu'on avait une pause, dès qu'on avait un trou entre midi et deux, ils taffaient. Ils reprenaient les cours, ils s'avançaient, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Il y en a de temps en temps, quand ils n'avaient pas besoin de récupérer les enfants à l'école ou quoi que ce soit, comment dire, ils restaient un petit peu jusqu'à 19h à la BU, quoi, tu vois, la bibliothèque. Pour justement pouvoir s'avancer sans avoir le bruit autour, tout ça. L'écoute en cours, ils m'ont dit, mais il faut écouter en cours de manière active. Vraiment, c'est à ce moment-là que tu bosses le plus. Alors, on a beau le savoir, on a beau le répéter, quand t'as pas tellement d'enjeux, voilà, moi aussi ça m'est arrivé, à un moment tu zappes, t'en peux plus, quoi, tu fais une pause en cours, tu décroches un petit peu, voilà. Bah, eux, jamais. Franchement, les aides-soins, jamais tu les vois. Enfin, les aides-soins. Parce qu'en fait, ceux qui étaient en reprise d'études, c'était majoritairement des aides-soins. C'est pour ça que je dis ça, mais en gros, tous ceux qui étaient en reprise d'études, ils écoutaient à balle, parce que, bah, en fait, c'est du temps gagné chez toi que t'as pas à faire. Et puis sinon, tu as le travail le soir, une fois que les gamins sont couchés, donc lavés, nourris, couchés, bah, c'est à ce moment-là seulement que tu commences ta période de révision. Et franchement, chapeau bas, parce que t'as un niveau énergie, je sais pas comment ils ont fait pour tenir les 3 ans, quoi.
Après, c'est vrai que quand il y a un mari ou une épouse, c'est pratique parce que c'est lui ou elle qui va prendre un petit peu le relais pendant ces 3 ans-là, qui va assurer pour deux, quoi, en fait, quelque part. Même si c'est hyper compliqué pour la famille. Mais ça se fait et c'est un temps, quoi. Sur une vie, c'est pas grand-chose. En fait, ce qui est vraiment dur avant de rentrer, c'est de se décider, de s'organiser finalement à comment je vais faire ces 3 années pour pouvoir financer et m'organiser en termes de temps et d'énergie. Tu vois, quand je me dis, ok, j'en ai marre de mon boulot, ou pas que j'en ai marre, mais en tout cas, j'ai envie de faire infirmier, j'ai envie de faire infirmière, il faut être au clair dans sa tête. Et à partir du moment où tu es au clair dans ta tête, tu vas trouver des solutions à tous les problèmes. En tout cas, à une grosse majorité des problèmes. Tu vas trouver comment faire pour récupérer de l'argent, récupérer du temps, en tout cas ne pas en perdre, tu vois. Et puis le travail en lui-même, la compétence infirmière, ça prend très bien. Si les autres y arrivent, pourquoi pas toi? Ce qu'il faut évidemment, c'est avoir une organisation au clair, pas y aller à la what again. Et puis, voilà, quand tu l'as décidé, t'y vas à fond, tu t'en donnes les moyens, et ça va passer, quoi. Et tu vas faire infirmier, tu vas faire infirmière si tu l'as décidé. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et voilà, donc pour cet épisode, ce premier épisode de l'année 2020, je vais m'arrêter là. Parce qu'en fait, pour tout ce qui est les personnes qui reprennent leur vie vraiment, qui vont se faire financer pour reprendre des études, pour changer de boulot, j'ai l'intention d'avoir quelqu'un qui va venir t'en parler un petit peu mieux, en tout cas un peu plus longuement, pour croiser un petit peu les infos. Moi, je t'ai dit mon vécu, ce que j'en avais pensé. Alors c'est sûr, ça donne pas forcément envie quand je te disais que je travaillais tout le temps, entre le boulot à l'IFSI, le boulot en aide-soins ou le boulot chez les pompiers. Mais c'est génial en vrai, c'est vraiment des super études, et derrière c'est un boulot qui en vaut le coup. C'est vraiment un super boulot. Du coup je m'arrête là, on se retrouve rapidement pour un prochain épisode du podcast. Je te souhaite une bonne année, l'énergie qu'il faut pour mener à bien tes projets. Et écoute, bonne journée, bonne soirée, ciao!